Coucou YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit d'un long bilan lecture, enfin long, en tout cas un gros bilan lecture parce que j'ai 9 romans dont je dois vous parler. Il était temps, mais j'avais tout le temps la flemme de le faire. Je vais quand même commencer par, je sais pas si je peux dire un coup de cœur. Je sais pas, je suis pas sûre. Il y a Laura. Je sais pas si on peut dire un coup de cœur ou une très bonne lecture, j'en sais rien. The Prison Healer de Lynette Noni aux éditions Hachette. Je dois vous avouer que j'attendais pas grand chose de ce roman, parce que les derniers romans que j'avais lus des éditions Hachette, ça m'avait pas trop plu, voilà. Après j'avais lu des romans adaptés de Wattpad et tout ça, et je trouvais que ça avait pas forcément été retravaillé, etc. Et là, comment vous dire, on suit Kiva, qui est guérisseuse, c'est le titre du tome 1, la guérisseuse de Zalindov. Zalindov, c'est la prison dans laquelle elle est emprisonnée, mais elle est guérisseuse quand même. Voilà, tout le monde a un rôle là-bas. Tout le monde travaille, hein. On fait pas autre chose que travailler. Et qui a pour mission, en gros, d'accueillir les nouveaux arrivants, mais par accueillir, je veux dire les marquer au fer. Et à un moment donné, vous allez vous douter qu'il y a des nouveaux arrivants qui changent un petit peu la donne. Et surtout, elle reçoit quelques messages de l'extérieur par ces nouveaux arrivants. Souvent, c'est caché dans leurs vêtements, ils sont même pas au courant en fait. Et elle a trouvé un message qui disait que sa famille arrivait pour venir la chercher, chose qu'elle attend depuis des années parce qu'elle a été emprisonnée enfant et que là maintenant elle est adolescente. Et on vous dit aussi qu'elle doit ne pas la laisser mourir. Laisser mourir la personne qu'elle vient d'accueillir. Et du coup, pour ça, elle va légèrement se sacrifier. Hein, vraiment. Je peux pas trop vous en dire sans vous spoiler, mais il va y avoir des sortes d'épreuves et ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. On est dans de la fantaisie. On a la carte de la prison. On a la carte du monde qu'on connaît pas encore parce que vraiment on est en huis clos dans la prison. Et moi tout ce que j'attends c'est le tome 2 pour justement voir un peu plus de cet univers et continuer avec Kiva. Elle va se faire des amis dans cette prison et franchement c'était trop bien. Il y a des révélations à la fin, je me suis dit mais non. Vraiment, à la fin et au milieu et partout, en fait, il y a des révélations tout du long. C'est vraiment pas un spoil de vous dire ça, c'était vraiment génial, j'ai adoré les rebondissements. Je vous le conseille à 100 000 %. Allez, quand j'en parle, là, je me dis franchement, c'était peut-être un petit coup de cœur quand même. Ah, peut-être. Peut-être que c'en était un quand même. Là, quand je me remémore un petit peu mes sensations en le lisant, je me dis ouais, j'aimerais bien en relire un comme ça, en fait. Et j'espère que le tome 2 sera tout aussi bien. Surtout, c'est surtout ça. Mais voilà, je vous le conseille. Et c'est tout, en fait. En fait, j'ai pas envie de trop vous en dire sur l'histoire, parce que oui, je me suis attachée au personnage. Oui, l'intrigue m'a beaucoup plu. Je vous ai dit, il y a des rebondissements tout du long qui m'ont plu. Et en même temps, on arrive à se poser un petit peu, à apprendre à les connaître, à apprendre à connaître les geôliers, les lieux, etc. On en apprend plus sur le passé de Kiva, on apprend plein de choses. Et en même temps... on va de rebondissement en rebondissement, de révélation en révélation, et voilà, si jamais vous voulez passer un bon moment et que vous aimez la fantasy young adulte, bien sûr, avec un brin de romance, ça peut vous plaire. Ça peut vous plaire. Après, est-ce que je les ai mis dans le bon ordre? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un ordre en fait? Après, j'avais mis Emmeline Carlyle, Le Masque de Lune d'Eva de Kerlan, je sais pas, aux éditions Inceptio. Dans ce roman, on suit Emmeline, tout simplement, Emmeline, en 1998, qui va arriver à Paris pour elle est en stage d'archéologie, je crois. Et ce qui était plutôt bien, c'est que j'ai rencontré l'auteur et elle disait justement qu'elle avait fait des études d'archéologie, donc ça c'était plutôt chouette parce que du coup, les informations étaient véridiques. Et Emmeline, elle se retrouve confrontée à un mystère qui la passionne. Elle va tomber sur un pendentif et ce pendentif va l'emmener en Russie et on a une double temporalité. On est aussi en 1920 avec Nastia qui va se marier et qui va quitter sa grande ville natale pour un domaine reculé. Et je me souviens plus de quelle région de Russie c'est, mais c'est vraiment un coin hyper reculé où il y a rien, il y a juste un petit village un peu chelou et ça c'était vraiment bien. J'ai adoré, pourtant franchement il est tout petit, il me faisait très peur, je me suis dit mais comment elle va développer les choses? Vous en faites pas, elle développe, il n'y a pas de souci. Vraiment, je me suis attachée au perso. J'ai bien aimé la double temporalité, même si j'avais hâte de savoir ce qui se passait dans le passé quand même, je vous avoue. Et puis, par contre, je dois le dire, ce qui m'a un petit peu
étonnée, c'est qu'il y a plein de scènes de fesses. Mais genre, comment vous pouvez vous dire dans un roman comme ça qu'il va y avoir des scènes de fesses? Qu'il y en ait une à la limite, vu qu'elle va se marier, machin. Why not? T'as de noces, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pourquoi en mettre 3 en 80 pages? C'est ma question. C'est une question. Alors après, j'ai su que l'autrice était aussi une autrice de romance. Donc ça peut être expliqué comme ça, mais vraiment, il n'y avait aucun intérêt à mettre autant de scènes de fesses. Voilà, c'est peut-être le seul truc que je pourrais dire. Moi, ça m'a... Enfin, c'est pas que ça m'a choqué, mais en fait, je m'y attendais tellement pas que je me suis dit, ah, ça y est, c'est reparti. Est-ce que ça donne quelque chose à l'histoire? Ça apporte quelque chose à l'histoire? Non. Pas du tout, à part montrer qu'ils sont amoureux, passionnés. Pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, il faut bien le savoir. Il y a 3 scènes de fesses en 80 pages, je crois. Il y en a une 4e juste après, je crois. Et après, c'est bon. Après, c'est bon, on arrête. Mais vraiment, c'est peut-être le seul point négatif que j'ai dans ce roman. Le reste était génial. C'est une série, mais je crois que chaque tome pourra peut-être se lire indépendamment. Je vous dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est le cas. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous commandez sur le site des éditions Inceptio, n'oubliez pas que j'ai toujours un petit code promo. Ça serait dommage, je vous le mets dans la barre d'infos sur YouTube. Je vais vous le mettre sur le chat si je le trouve. Hop. Voilà, vous pouvez avoir moins 5% sur votre commande, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, moi je vais suivre ces aventures parce que en dehors du trop plein de scènes de fesses, vraiment, le reste était vraiment chouette. Parce que moi je voulais tellement savoir, tu sais, le côté, le pendentif, le village et tout, que à un moment donné j'étais en mode mais arrête, c'est bon. Arrête de lui sauter dessus, avançons dans l'histoire, avançons dans l'aventure. Tu vois, c'était juste ça en fait. C'était juste ça. Je vais assez vite, mais en même temps j'en ai 9 et je me dis si la vidéo elle fait 3/4 d'heure, à un moment donné, ça va être chiant. Ensuite, un roman pour cette période de l'année. Seul un monstre de Vanessa Len aux éditions Lumen. On est clairement dans l'ambiance un peu sombre. Pas méga Halloween, hein, mais un petit peu sombre, un petit peu Halloween-esque, c'est vrai, avec, comment elle s'appelle? Joanne Chung-Hunt, bon on va l'appeler Joanne, hein. Joanne qui va en vacances chez sa grand-mère qui lui a toujours dit depuis qu'elle était petite qu'elle était un monstre. Qu'est-ce que t'entends par là? Et en fait, on va découvrir qu'il y a dans cet univers plusieurs familles de monstres. Chaque famille de monstres a un pouvoir particulier. Et il va se passer quelque chose que je peux pas vous dire. Il va se passer un truc qui va bouleverser tout l'univers, comme d'habitude dans un roman. Il se passe toujours un événement qui va tout remettre en question. Là, il remet bien tout en question, je vous avoue. J'ai adoré. J'ai adoré, même si parfois il y a eu quelques petites longueurs peut-être. Est-ce que c'est dû à la traduction ou pas? J'en ai aucune idée. Pour le coup, je me suis pas forcément attachée au personnage principal parce qu'elle m'a un peu saoulée sur certains points. Mais j'ai bien aimé découvrir les personnages un peu plus secondaires. Il n'y a pas vraiment... Je peux pas dire qu'il y a vraiment de la romance. Il y a quelques questionnements romantiques, on va dire. Mais pas vraiment plus que ça. On est plus... Ah, je peux pas trop vous en dire, c'est chiant. On est vraiment avec des pouvoirs pour chaque famille de monstres qui sont très particuliers. On vous dit, les Oliver voient, les Hunt dissimulent, les Novak vivent, les Patel bloquent, les Portelli ouvrent, les Hathaway emportent, les Nightingale prennent, les Mtawali préservent, les Argent persuadent, les Alicel, les Griffith révèlent, mais seuls les Liu se souviennent. Et là, en fait, on vous a énuméré toutes les familles qu'il y a. Je crois que je les ai même pas toutes rencontrées dans le tome 1, donc vraiment, ça va se jouer par la suite. J'avais bien aimé. C'est pas un coup de cœur, il y avait quelques petits points négatifs quand même, mais pas mal de révélations qui m'ont plu. Surtout, ouais, il y a quand même, je me souviens de certaines révélations où je me suis dit, ok. J'avais bien aimé. Maintenant, j'attends de voir la suite. Vraiment, j'attends de voir la suite. Et de ce que je vois, Jenny, il va falloir attendre tellement longtemps avant d'avoir la suite. Oui, je sais. J'ai beaucoup aimé les pouvoirs impliqués et le concept de tout voir du point de vue des méchants. Mais oui, qui nous paraissent pas méchants pourtant, mais ça soulève des questions intéressantes d'un point de vue éthique. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, c'est pour ça que je peux pas trop en parler, parce que je peux pas trop donner les pouvoirs des monstres. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est très difficile de faire un avis sans pouvoir vous donner un pouvoir important des monstres qui remet tout en question, qui éthiquement est discutable, et ça c'est trop difficile. Donc voilà, retenez simplement que j'ai beaucoup aimé. Si le résumé vous fait envie, allez-y, foncez. C'était pas un coup de cœur, il y a des petites faiblesses, il y a des petites choses
voilà, que j'ai pas trop aimé, mais ça reste un très bon roman young adult, fantasy, et avec une ambiance assez sombre, très chouette. Voilà, c'est tout ce que je dirais là-dessus, j'ai pas envie de vous spoiler du tout, mais c'est dur. C'est dur, je trouve. Je trouve que pour un premier roman de l'autrice, c'était vraiment top. On aurait juste pu se passer, ouais, du soupçon de romance triangle amoureux. Après, moi, j'aime bien, mais je trouvais que là, ça n'avait rien à... Enfin, tu vois, ça n'avait rien à voir avec la choucroute, quoi. C'est un petit peu ça, si tu veux. Autant, dans certains romans de fantasy, je trouve que ça s'articule bien et que c'est pas... Enfin, j'aime bien, tu vois, ça me met mon petit soupçon de romance que j'aime bien. Autant là, aucun intérêt. Je trouvais que ça avait vraiment aucun intérêt. Mais oui, Jenny, en fait, je me suis dit... Tu dis juste que t'as aimé. C'est déjà ça. Je vais pas être très active, je travaille en parallèle. Bah, bon courage à tous ceux qui travaillent et qui écoutent en parallèle. Et merci pour votre lurk. Merci pour votre visionnage. C'est très gentil à vous. Prochain roman. Celui-ci, je veux pas en parler longtemps parce que vous l'avez vu partout. Juste absolument partout. Blackwater. Le tome 1, La Crue de Michael McDowell, je dirais plutôt. Aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Et dans cette histoire, nous suivons... Comment il s'appelle déjà? On vous dit qu'on est à Perdido, dans une petite ville du sud de l'Alabama. Et on suit... Comment il s'appelle? Merde. J'ai oublié. Oscar? Ça doit être Oscar. Oscar qui... en gros, le village de Perdido est inondé par la rivière du même nom. Et vous avez cet Oscar que vous découvrez dans une barque. Et ouais, comme j'ai lu il y a un moment, je savais plus, qui est dans une barque et qui va secourir Elinor Damer. Ouais, Elinor Damer. Et cette Elinor est très particulière. Et l'ambiance s'assombrit petit à petit. Vous voyez bien qu'il y a des trucs qui vont pas. On est avec des personnages qui sont très bien développés, suffisamment pour que vous soyez pas forcément très à l'aise tout au long du roman. Vous savez pas trop finalement si vous voulez vraiment vous méfier d'Elinor, qu'on vous présente de base comme bizarre. Il y avait la sirène. Qu'on vous présente de base comme bizarre, on vous dit les choses à vous, le lecteur, même si les autres personnages ne savent pas. On sait comment elle est, etc. Mais finalement, on se demande si c'est pas aussi les autres personnes du village, rien que de la même rue, qui sont pas un peu plus bizarres, un peu plus étranges, un peu plus menaçants, c'est ça le mot que je cherchais. Alors, il y a plein de choses qui font que Elinor ne m'a pas laissée indifférente, hein, clairement. Les autres personnages non plus. Je pense que j'arrive à me souvenir de la plupart des personnages secondaires parce que vraiment, ils ont tous un bon développement de leur personnalité, ils ont tous un rôle à part, ils ont tous, je sais pas, des choses aussi à se reprocher, je dirais. Bref, l'ambiance, elle fait un peu... Je vous dis, pour Halloween, commencer avec ça, c'est pas si mal. Moi, j'ai hâte de lire le tome 2, on va le lire avec Mira, parce que sur Twitch, on le lit en call read with me, c'est-à-dire qu'on est à deux à le lire en même temps, et on en parle à la pause, en lecture commune un peu, mais vraiment commune, comme si on était ensemble. Et pour le coup... J'ai énormément aimé et je m'attendais pas à autant aimer. En fait, je m'attendais à rien parce que j'avais refusé de lire le résumé et j'avais refusé de voir tous les avis qui étaient sortis. Donc en fait, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais que j'allais lire Blackwater. J'ai acheté les 6 tomes parce que j'ai acheté le pack sur Monsieur Toussaint Louverture, mais c'est tout ce que je savais. J'en avais aucune idée. Et franchement, j'ai adoré. L'ambiance est géniale. Et Betty Books nous dit « L'ambiance ne fait que s'épaissir au fil des tomes. » Ah bah tu vois. J'ai dévoré la série en juin et juillet, j'ai pris une sacrée claque, mais ça m'étonne même pas. Je dirais aussi... Ouais. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Jenny, pour cela, monstre. L'ambiance ne fait que s'épaissir au fil des tomes avec des persos féminins forts, carrément. T'es passé à côté, Little. Ben, en fait, j'ai l'impression qu'il y a 2 écoles pour Blackwater. Soit t'as totalement adhéré au truc et t'es à fond, soit... Pas du tout. Soit tu détestes. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment 2 écoles. Moi, j'ai adhéré, même s'il y a une scène. Il y a une scène qui fait partie de mes pires cauchemars, il faut le savoir. Depuis que j'ai vu un certain film, mais pourtant qui le tournait en ridicule, hein, c'est une scène que je déteste. Et quand je l'ai vue arriver, je me suis dit, oh non, pas ça. Parce qu'à chaque fois que je suis dans cette situation-là, je me dis que ça va arriver. Je peux pas vous dire. Ceux qui ont lu savent, peut-être. Mais peut-être.
Mais voilà, pour le coup, c'était assez drôle parce que j'ai lu la crue, donc l'inondation, et on parle d'eau tout le temps, au moment où mon plafond a lâché, donc c'était assez peut-être marrant, je sais pas. A posteriori, ça l'est un peu, c'est un peu amusant, j'imagine. Mais voilà, j'ai lu la crue de Perdido en même temps qu'il y avait la crue chez moi, en fait. C'est un hasard. J'ai aussi adoré le principe du feuilleton. Mais oui, j'ai lu les 5 premiers aussitôt achetés, mais tu m'étonnes. Moi là, en fait, on s'est dit avec Mira qu'on allait les faire durer un petit peu. Je crois que le deuxième, on voulait... Enfin, moi, j'avais parlé de novembre. Je sais pas s'il est toujours chaud pour novembre, mais ça serait cool qu'on se le fasse en novembre, le deuxième. Tu lis au bon moment, prémonition. Non mais, je te jure, sûrement. Sûrement. Ensuite, il en reste 5. Voilà, si vous voulez faire une pause, c'est maintenant. Ensuite, je voulais vous parler d'un roman que j'ai abandonné. Et en fait, j'ai hésité à le mettre dans ce bilan lecture. Je me suis dit, t'as déjà 8 romans, est-ce que vraiment tu veux parler d'un 9e que t'as abandonné? La réponse est oui. La réponse est oui. J'ai lu la moitié du roman Le fleuve des souvenirs de José María Merino aux éditions Faubourg Marigny. Et je l'ai abandonné, alors je crois ouais, vraiment à la moitié, hein, page 150, un truc comme ça, il en fait quasiment 300. Ce roman, je vous l'avais dit, il me faisait trop envie parce qu'on parlait de deuil. Et on a ce père et ce fils, je sais plus comment ils s'appellent, hein, c'est Daniel et Silvio, voilà, qui parcourent l'Alto Tajo, qui est un lieu légendaire avec pas mal de verdure, avec une rivière et tout. Et en gros, au fil de leur aventure, au fil de leur parcours, en fait, ils remontent dans les terres, etc. Ils s'enfoncent dans les terres, machin, ils campent, etc. Et le petit Silvio porte sa maman sur son dos parce qu'elle est décédée et que du coup ils l'ont fait incinérer. Et donc il porte les cendres de sa mère sur son dos. Et au fil de leur aventure, on va se souvenir de la jeunesse de la maman avec monsieur. Et on va s'apercevoir que le fils Silvio est assez particulier. Je sais plus s'il a une trisomie 21 ou quelque chose, mais voilà, il a un souci génétique avec une espèce d'efficience intellectuelle qui est différente. Et du coup, il a vraiment, pour le coup, j'avais bien apprécié, il avait des réflexions très intéressantes sur la vie qui sont tellement différentes de nous, évidemment. En gros, il voit la vie d'une autre façon et c'est bien montré dans ce roman, c'était plutôt pas mal ça. Mais ce qui m'a saoulée, vraiment, c'est le personnage principal. J'ai pas réussi. Daniel, il est insupportable. Et la pauvre femme, franchement, j'avais envie de dire, mais pourquoi t'es restée avec lui? Qu'est-ce qui t'a fait pour que tu restes là et que tu fasses un enfant avec lui? Vraiment, j'étais vénère. Il m'a énervée. Il était dans des réflexions, mais narcissiques. Il était tout le temps en train de lui reprocher des choses alors qu'il était pire. J'ai arrêté sur un moment où en gros, je sais plus, il y a plein d'histoires où il la trompe tout le temps, c'est insupportable. Et à un moment donné, il veut rompre avec une de ses maîtresses, je sais plus quoi. Et en fait, il est super vénère parce qu'elle rompt avant avec lui. Et t'es là, tu fais, mais... What? Sérieux? Et en fait, il est tellement porté sur lui-même, tellement égocentrique, que vraiment, c'est ce qui compte le plus, quoi. C'est oh non, mais je voulais la quitter avant, quoi. Je sais plus je sais plus où c'est, je sais plus où est-ce que je me suis arrêtée exactement, mais franchement, j'ai lu ça, j'ai fermé le roman et j'ai fait ok, c'est bon, j'en peux plus. Je n'en peux plus. À un moment donné, franchement, c'était plus possible. Non, ça doit pas être là. Bon, je sais plus. Mais vraiment, sa réflexion, c'était en mode oh là là. En gros, il était attristé en mode oh, je vais peut-être lui faire du chagrin et tout. Et quand c'est elle qui le fait, il est trop vénère. Mais bref, il y a que des choses comme ça. Enfin, en fait, je pensais que c'était un roman sur le deuil et c'était pas le cas. C'était un roman sur un monsieur qui a eu une femme exceptionnelle, je pense, qui est extrêmement jaloux et narcissique. Voilà. En fait, je ressentais rien dans ce roman. Je pense que c'est pour ça que je l'ai abandonné. Si, le petit Silvio me plaisait bien, mais il apparaissait tous les 50 pages, donc ça me saoulait un petit peu. Enfin, j'exagère, toutes les 20-30 pages, mais voilà. Et Daniel, vraiment, il était insupportable, ce gars. Vraiment, j'avais envie qu'il souffre. Donc le fait qu'il soit en deuil, j'étais en mode, mais bien fait pour toi, en fait. Tu l'as mérité même pas. Et à partir du moment où t'as pas d'empathie pour un personnage qui est en deuil, le deuil marche pas. C'est normal. Voilà. Donc voilà, je vous ai parlé d'un abandon et ensuite je vais vous parler d'un coup de cœur. On fait les montagnes russes ici. Les montagnes russes. Je vais vous parler d'Amélie Nothomb.
son nouveau roman de 2022, Le Livre des Sœurs aux éditions Albin Michel. Il était trop bien. Je vous montre les signés. Je savais qu'il allait me plaire, donc en fait j'ai mis beaucoup de temps à le sortir de ma pile à lire. À partir du moment où je l'ai reçu, j'ai dû le recevoir en, je sais plus, en juillet. Et il sortait fin août et j'ai même pas réussi à le lire pour la sortie. J'avais besoin je sais pas, d'un certain mood pour plonger dedans. Et je suis plongée dedans. Non, et j'ai plongé dedans, plutôt. Et j'ai plongé dedans. Je sais plus parler la France. Ça y est, je prends des cours de coréen, j'arrive plus. J'ai plongé dedans et on vous dit, les mots ont le pouvoir qu'on leur donne. En fait, on suit un couple, avant tout, qui est extrêmement amoureux. Mais extrêmement amoureux, c'est la passion furieuse. Hein. Et ça dérange les autres parce qu'ils sont très amoureux, ils se suffisent à eux deux. Et ça dérange un peu la société. Donc on leur dit, mais pourquoi vous n'auriez pas un enfant? C'est un petit peu le moment. Tu vois, on en parlait hier soir, c'est insupportable ce genre de truc. Mais ils sont en mode, bon, bah, s'il faut le faire, on va le faire. Sauf qu'elle devient un petit peu comme la 5e roue du carrosse, en fait. Vraiment la 3e roue du couple. Eux, ils sont fous amoureux l'un de l'autre et il y a ce bébé qui est là. En fait, il est juste là. Donc on est avec Tristan, qui porte très bien son nom. Tristan, à qui on dit... Ah, je sais plus ce qu'ils lui disent, mais... C'était tellement... C'était tellement équivoque, c'est un truc de fou. C'était avant... Et en gros, l'arrivée de la gamine n'a rien changé, hein, bien évidemment. Et en cadeau d'anniversaire, on lui propose de faire une petite sœur. Comme ça, les deux vont s'élever toutes les deux, elles vont suffire à elles seules, les deux sœurs fusionnelles, et les parents pourront reprendre leur passion dévorante ensemble. C'est un petit peu ça le sujet de ce roman, j'irai pas plus loin que ça, j'ai failli me taper avec le livre, mais c'est vraiment cette relation fusionnelle entre deux sœurs avec deux parents totalement indifférents qui n'aiment que d'eux. Tout simplement. Et il y a ce côté famille dysfonctionnelle qui est vraiment génial. Après, c'est du Amélie Nothomb. Moi, j'adore tout ce qu'elle est... Enfin, pas tout ce qu'elle écrit, d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup sa plume. J'aime beaucoup, beaucoup sa plume. Et vraiment, ce roman m'a fait penser à ma petite sœur. On est très fusionnel avec ma petite sœur. Je savais qu'il allait jouer sur cette corde-là parce que je savais que ça parlait de sœur. Et vraiment... bah voilà, il m'a conquis comme ça, en fait, ce roman. Je sais plus, je voulais regarder s'il n'y avait pas une petite citation sympathique, mais... Et en gros, on vous dit, les mots ont le pouvoir qu'on leur donne, et on joue avec cette ficelle du... ce que parfois disent innocemment les parents ou les grands-parents ou la famille, ou... Voilà, ce que parfois les gens disent innocemment, c'est ça la phrase que je voulais faire, peut rester ancré en vous à jamais. Et il y a un épisode, je sais pas si vous avez... Alors je change totalement de sujet, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle saison des Simpsons qui est sur Disney+, je crois, mais il y en a un dans lequel on traite de la grossophobie, etc., avec Lisa qui prend du ventre, tout simplement, et sa mère qui lui fait une remarque, mais là-dessus, mais une remarque assez qui pourrait paraître innocente et qui lui prend tout son espace psychique et qui vraiment ça va tout démonter sur son passage. Et là, c'est un peu pareil. Et c'est pour ça que la phrase derrière, les mots ont le pouvoir qu'on leur donne. À partir du moment... Voilà, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit aux enfants parce qu'en effet, il y a des mots qui restent toute leur vie et avec lesquels ils vont devoir se dépatouiller toute leur vie. Donc ça va aussi sur ça, sur ce thème-là, et j'avais beaucoup aimé. Voilà, si jamais vous aimez Amélie Nothomb, je vous conseille ce roman, vraiment. Alors quand il sortira en poche, si vous voulez, l'an prochain, hein, bien sûr, mais voilà, si vous l'aimez pas, bah, c'est du pur Amélie Nothomb, donc le tentez pas, j'ai envie de vous dire. Soit on n'aime pas. Il y en a qui aiment 1 an sur 2, donc ça dépend si vous avez aimé celui de l'an dernier. Parce que je sais qu'elle publie 1 an sur 2, quelque chose d'un peu plus étrange, mais un peu plus étrange était l'an dernier, je dirais. Là, on est plus dans du contemporain un peu plus habituel, on va dire. Donc voilà, il faut absolument que je le prête à ma sœur, d'ailleurs, il faut qu'elle le lise. C'est elle qui m'a fait découvrir Amélie Nothomb, pour la petite histoire. C'est elle qui m'a fait découvrir Amélie Nothomb. C'est elle qui m'a fait lire son premier roman, c'est elle qui m'a fait faire 2 ou 3 heures de queue à Livre Paris pour aller la rencontrer, et comme je la remercie, cette rencontre était géniale. Voilà, le thème m'intéresse beaucoup et j'aime sa plume. Bah voilà, moi c'est vraiment... Alors je pense qu'il y en a qu'on aime plus que d'autres, mais celui-là il est très bien passé. Voilà. Bon, Montagne Russe les enfants. Celui d'après j'ai pas trop aimé.
Crédit illimité de Nicolas Ray aux éditions Au Diable Vauvert. L'idée était bonne, vraiment l'idée était très très bonne. On suit Diego Lambert, qui est vous savez, ce cliché, je vais même dire, ce cliché du jeune quarantenaire qui a pas une thune, qui est fils de grand PDG, millionnaire, milliardaire, j'en sais rien, qui vit d'amour et d'eau fraîche un petit peu, tu vois, qui veut faire scénariste, acteur, enfin que des trucs de création, d'artiste, mais qui n'arrive à rien. Il est à 40 ans, il fait le constat de sa vie, il a plein de dettes, il n'y arrive pas. Il va voir papa PDG, pas cool d'ailleurs, mais comme tous les papas PDG des romans d'ailleurs. D'ailleurs, de toute façon, je pense que je lis beaucoup d'ailleurs. Merci Mina, merci beaucoup. Alors je sais pas, je suis désolée pour le son, j'ai fermé mon enceinte, donc je pense que c'était super fort. Et il faut que je règle parce que remplir sa bibliothèque, ça ne va pas du tout. Mais merci Mina pour ton resub, pour ton 2e mois, merci beaucoup. Donc, il va voir ce papa PDG pas très sympathique, qui n'a jamais été très sympathique de ce que j'ai compris. Et il va lui demander de lui filer, je sais plus, 50 000 €, un truc comme ça, pour réduire ses dettes, pour payer ses dettes. Et papa dit ok, mais tu vas dans telle entreprise, dans je sais plus quelle ville, et tu vires 15 personnes. Parce que la DRH, elle s'est mise en arrêt, elle veut pas le faire. Vous savez, c'est cette petite entreprise où vraiment vous êtes en pleine campagne, tout le monde se connaît, et voilà, on n'a pas envie... Oh merde, t'as oublié le chien dans le jardin. Oh, pauvre petit toutou. On n'a pas envie de faire plus que ça, on n'a pas envie d'être mal avec ces personnes-là qu'on aime, etc. Donc lui, il dit ok, j'y vais, sauf qu'il apprend finalement... En fait, il va y avoir une espèce de satire de la société, je peux pas vous en dire plus. Et il va arriver dans cette société où il doit virer 15 personnes, et en fait il est en mode mais pourquoi je dois les virer en fait? Et c'est là que tu vas comprendre que bah, c'est pour faire de l'argent, c'est pour que les actionnaires soient contents, c'est pour... Voilà, petite satire de la société, surtout de l'entreprise. Ça c'était très cool. Mais après, le reste, on part dans une envolée, mais laisse tomber, j'ai pas compris à quel moment on avait décollé quoi. Ce jeune homme-là, il est plus si jeune, cet homme-là de 40 ans est suivi par une psychiatre, donc déjà tu savais que j'allais tiquer. Il y a une espèce de transfert avec sa psychiatre, il en est fou amoureux. Voilà, il en est fou amoureux. En tant que psychiatre, on sait gérer ça. Moi, j'ai déjà eu des avances de passion. T'arrives à gérer ça en général. Il y en a un, je me souviens, qu'est-ce qu'il m'a dit la dernière fois? Je lui ai dit, bon, on se revoit quand pour le prochain rendez-vous, tu vois? Il me fait, bah, ce soir, avec un café, si vous voulez. J'étais là, non, sinon le prochain rendez-vous. Mais, voilà, faut juste savoir gérer le truc. Mais... là, elle sait pas gérer le truc. Je pense que la psychiatre a besoin d'une psychothérapie aussi dans ce roman. Ce que j'y vois, c'est que l'auteur a voulu vraiment faire une déclaration à son âme sœur, on va dire, à sa femme dans la vraie vie, parce que je crois qu'elle porte le même nom et prénom que sa femme. Et il y a un truc qui se passe entre le fils et le père. Alors pour moi, le fils était psychopathe aussi. Le père était plus sur un registre pervers, je dirais. Il était très content de le mettre en difficulté, etc. Mais les deux, vraiment, j'ai pas supporté ces personnages-là. Et ce qui se passe entre les deux, j'ai pas aimé non plus. Ça part dans quelque chose de très loufoque qui, pour moi, retombe un petit peu à plat. Pour moi. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont apprécié. Je pense qu'il faut apprécier le genre, mais je m'attendais pas à ce genre de choses. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus satirique, mais sur toute la longueur et pas uniquement au début. Et vraiment, je crois que ouais, c'est à partir du moment où il y a ce transfert avec la psychiatre qui fait n'importe quoi, où je me dis, ok, je vais pas aimer. Enfin, pas aimer. J'ai pas détesté, hein, je l'ai fini et tout. Après, il fait 200 pages, tu vois. Mais je l'ai fini. J'ai pas détesté. Il y a des bonnes choses dedans, mais il y a plein de choses que j'ai pas forcément appréciées non plus. Donc voilà. Il en reste deux. Il y en a un, je l'ai lu... en fait, celui que j'ai fini dimanche, La Porte du Roi, je me suis dit que je le mettrais dans un prochain bilan lecture pour que je puisse en lire plusieurs d'affilée. Parce que je suis dans le tome 2 déjà, donc au moins je pourrais peut-être vous parler de toute la saga en un seul bilan lecture, et comme ça, ça sera fini, tu vois. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Allez, il en reste deux. On se concentre maintenant. Donc, avant-dernier roman dont je voulais vous parler aujourd'hui, il s'agit de L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel aux éditions Gallmeister. Je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que je n'ai pas lu Betty.
Donc moi je suis arrivée dans ce roman, on l'a lu en co-read with me avec Séverine Dilait bien ce livre, on l'a commencé en tout cas ensemble, et moi je suis arrivée en mode waouh, la plume est plutôt cool en fait. Je la connaissais pas du tout, donc moi je suis arrivée, la plume était sympathique, était vraiment travaillée, etc. Enfin ça j'avais beaucoup aimé. On arrive dans cette petite ville de l'Ohio à Braithfield, je crois qu'ils te disent comment le prononcer, en été 1984, et on a le procureur qui s'appelle Autopsy Bliss, qui va faire un petit communiqué dans le journal, c'est-à-dire que il invite le diable à lui rendre visite. On explique par la suite un peu pourquoi, même si je vois pas trop l'intérêt, mais ok. Le lendemain matin, on vous dit quoi? Un jeune garçon à la peau noire et aux yeux d'un vert intense est planté devant son tribunal et dit qu'il est le diable. Il rencontre le fils de Autopsy Bliss, donc le fils du procureur qui est Fielding, et qui va le ramener à la maison en mode bah papa, le diable a répondu à ton appel, tu vois. Et pendant tout le long du roman, on sait pas trop vraiment si, passez-moi l'expression, mais si c'est du lard ou du cochon en fait. Moi vraiment depuis le début j'étais en mode est-ce que c'est vraiment le diable, et dans ce cas-là on est dans un roman assez particulier avec un bout de religion, un bout de choses, machin, ou est-ce que ça ne l'est pas et tout le monde est tellement persuadé que c'est le diable, il se passe plein de trucs. C'est vraiment le fil conducteur du roman, pour moi c'était ça. On a une réponse à cette question à la fin, ce qui est plutôt cool. Alors j'avais vu pas mal de choses venir, je vous avoue, mais il se passe plein de choses bizarres. Vraiment bizarre, en présence de ce jeune garçon. J'ai beaucoup aimé ça. Mais, comment vous dire sans vous spoiler, c'était chouette, c'était une bonne lecture. C'était, voire une très bonne lecture. Pas un coup de cœur, ça c'est sûr. Mais j'ai bien aimé les thèmes abordés, j'ai bien aimé qu'on soit au fin fond de l'Ohio avec des gens franchement parfois insupportables, qui étaient bien développés et qui donnaient pas du tout envie d'être rencontrés pour le coup. Et salut Voyage Livresque d'Hélène, comment vas-tu ? Bienvenue. Salut Virgie. Donc voilà, on était avec ces personnes qu'on apprenait à découvrir petit à petit, et avec ce jeune garçon qui disait être le diable, autour de lui plein de choses se déroulent, et on est toujours là à essayer de comprendre ce qui se passe finalement pour lui, pour tout le monde autour de lui, on sait pas. Et c'est bien écrit, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est assez révélateur de l'Ohio aussi, des États-Unis, peut-être tout court. Et il avait une vision des choses qui était chouette. Enfin voilà, je vous ai pas dit, mais j'ai mis plusieurs signés dans ce roman. Il a des choses en rapport avec la religion, hein, c'est le diable, qui sont plutôt chouettes. Il raconte un petit peu comment le diable est tombé du paradis et comment il a ressenti chaque marche durant sa chute, et à quel point personne ne l'a jamais aidé à se relever. Et en même temps, en parallèle, on essaye de retrouver ses parents, on essaye de voir si c'est pas un enfant qui a fugué, on essaye de faire plein de choses. Et je dirais que ça se termine en apothéose, et je pense que c'est un roman qu'on peut pas vraiment oublier. Je suis pas sûre de réussir à l'oublier un jour, il était assez fort. Il était terrible aussi, tout du long. Donc voilà, vraiment un très bon moment passé avec ce roman. Je vous conseille de l'attendre en poche, vraiment, parce que 25,60 €, c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher, après chacun fait ce qu'il veut. Moi je trouve que c'est trop cher, je vous conseille de l'attendre en poche. Et je pense que je lirai Betty du coup. Mais merci, parce que t'as vu, j'arrive plus à parler. Je pense que je lirai Betty. Je crois que celui-ci, elle l'a écrit avant, et il est sorti après, je crois. À chaque fois, on n'était pas d'accord sur les lives, tout le monde disait quelque chose de différent, donc du coup, je sais pas. Mais je pense que je me prendrai Betty en poche, vu qu'il est sorti en poche depuis. Oh! Hop! Et regardez ce matin! Petit intermède avant le dernier roman dont je vais vous parler. Regardez, j'ai sorti ma tasse d'Halloween, ça y est. J'ai sorti Mr. Jack. Looking for trouble? Avec two faces et tout. Elle est trop belle. J'ai Betty dans ma palle. Bah commence par Betty si tu l'as déjà. Je suis pas sûre qu'il y ait un ordre dans lequel les commencer. Je pense que tu peux lire l'un ou l'autre. On s'en fiche, tu vois. Mais vraiment, c'était chouette. C'était chouette et en même temps terrifiant, je dirais. Salut Nana! Betty est incroyable, il paraît. Il paraît. Bon, dernier roman de ce bilan lecture. Je suis passée vite, hein. Tant pis, c'est pas grave. C'est bien aussi parfois un petit avis concis, rapide, parce que j'en ai déjà parlé dans les vlogs, j'en ai déjà parlé par ici, et je me dis le bilan lecture, ça doit être un résumé de mon avis, tu vois. Salut la Lixou!
Oh, merci pour ton passage en coup de vent, c'est très gentil. Le dernier roman, je l'ai lu un petit peu, parce que je l'avais reçu d'Albin Michel, sa sortie, ça fait plus d'1 an, je pense. Et je l'ai fini, il y a toujours mon marque-page dedans. Et je l'ai beaucoup écouté dans la voiture. Parce que moi, vous savez, les audiobooks, j'adore écouter quand ce sont des thrillers. C'est le seul truc qui retient mon attention en audiobook, c'est le seul truc que j'arrive à écouter. Du coup, j'ai écouté et lu Maxime Chatham, L'Illusion, des éditions Albin Michel. J'avais attendu que les avis retombent un petit peu, parce qu'il y avait des avis, de très bons avis, des avis mitigés et tout. Donc j'avais attendu un petit peu, et j'ai bien fait. J'ai bien fait. On est avec... Ah, mais je savais pas que ça s'écrivait comme ça, Valcario, je me souvenais plus. On est avec Hugo, Hugo qui vient de se séparer, toute sa vie est un peu remise en question, et il a postulé finalement pour devenir saisonnier à Valcarios. Valcarios, c'est une petite station, ici, totalement coupée du monde, dans les montagnes. Il y va durant l'été, je crois. Ouais, c'est ça. Parce que c'est une station de ski qui ferme ses portes pendant l'été. Moi, le seul... Ouais, t'y arrives pas avec les audiobooks. Moi, je te dis, vraiment, il me faut vraiment du suspense. Il me faut vraiment du suspense. Donc, on est dans cette petite station familiale. Et dès le début, on comprend qu'il y a des choses pas très très claires. Et on comprend aussi que Hugo n'est pas très très clair. Il a des sortes d'hallucinations, des choses un peu bizarres. Et on apprend vite, très vite, que quelqu'un d'assez particulier a fondé cette station. Je peux pas vous dire parce que franchement c'était une grosse révélation, mais on vous dit vraiment que cette station de ski n'est pas une station comme les autres, on va dire ça comme ça. Je peux pas vous en dire beaucoup plus sans vous spoiler un petit bout du roman. C'était pas mal, mais j'ai mis énormément de temps à l'écouter et à le lire parce que c'était pas son meilleur selon moi. Parmi ceux que j'ai lus, j'ai préféré Insectes par exemple, franchement, qui me faisait bien plus frissonner au volant. Je me souviens que quand il décrivait les insectes qui grouillaient sur le corps des gens, j'étais là, oh, c'est dégoûtant. Et du coup, ça me gardait éveillée, tu vois. Là, il y a peut-être 3-4 moments où tu dis, oh, et c'est tout. Franchement, je suis plutôt d'accord avec les commentaires dans le chat, alors pas avec le « il est nul » parce que j'étais pas sur ça. Je ressens un peu mitigé. Déjà, Hugo, je l'ai pas aimé du début à la fin, il m'a saoulé ce personnage principal. Il était insupportable. Franchement, il est dans des réflexions mais qui sont pas du tout adaptées. Ça ne va, y a rien qui va, je trouve. Et après, quand tu connais la fin, je suis d'accord avec toi, Nana, franchement. J'étais vraiment en mode, mais tout ça pour ça? Enfin, c'est ça l'illusion? Enfin, j'ai trouvé qu'il retombait comme un soufflet, quoi. Vraiment, autant de pages, on est à combien 450 pages. Donc assez long à lire. Pour ça, vraiment, tu vois. J'étais un peu... Voilà, j'ai pas vraiment aimé. Je vous dis, j'avais lu Insectes avant, et vraiment, j'avais préféré Insectes, même s'il n'était pas non plus oufissime. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une carte. Putain, je l'avais jamais ouvert au début. Parce que je l'ai commencé en audio, en fait, et je l'ai continué sur le bouquin. Je vous montre. Hop. Ah, mais c'est cool d'avoir mis une carte, du coup. Je trouve ça cool pour un certain chapitre. Bon, bref, c'était pas mal. Je peux pas vous en dire beaucoup, sinon je vous spoil la moitié du roman. On est perdu au milieu de nulle part avec ce Hugo qui sait plus du tout où il en est, qui va découvrir d'autres saisonniers, justement, à Valcarios. C'était pas mal, la fin se précipite, la fin tu vois que il a envie de faire sensation en fait, mais pour moi ça l'a pas trop fait. Vraiment il y a un moment donné, je me souviens dans la voiture où quand j'écoutais la fin, il devait me rester peut-être un quart d'heure d'écoute et j'ai levé les yeux au ciel en mode ouais ok, genre ok, très bien. Donc voilà, pas mon préféré de Chatham, je pense que je garderai pas le roman non plus. Je pense pas, je pense que je vais le mettre en boîte à livres ou le passer à une copine. Parce que bon, tout ça pour ça, quoi. Donc voilà, j'ai fini avec un roman pas très ouf. Mais il y a quand même eu du bon hein, dans ce bilan lecture. Il y a eu The Prison Healer qui était trop bien, Emmeline qui était bien aussi, Seul un monstre qui m'avait beaucoup plu, Blackwater aussi, petit coup de cœur pour le livre des sœurs, et L'été où tout a fondu m'a beaucoup plu. Donc en fait, sur 9 romans, j'en ai abandonné un, donc Le fleuve des souvenirs dont je vous ai parlé tout à l'heure, et j'ai pas trop aimé Crédit illimité et L'illusion. Ça va, 3 sur 9, ça va je trouve. Donc, voilà pour ce bilan lecture, on va laisser YouTube ici. Je sais pas quelle heure il est.
17h25. On va peut-être faire une session de lecture et après je vais aller aider les gens en bas, on va lire jusqu'à 6h. Je vais vous laisser ici, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour nous rejoindre dans nos lectures, les lives, etc. Parce qu'en ce moment il y a une ambiance de folie en plus avec les vacances. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.